Bon, je vais commencer à m'exprimer alors que les gens arrivent. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Catherine Carlton. Je suis directrice générale d'Orchestre Canada, Orchestre, Orchestre Canada. Je suis une femme blanche de la fin de la cinquantaine avec des cheveux gris courts et avec un hoodie en aqua et mes antécédents se résument à des peintures, des livres et beaucoup de partitions de musique. Je me joins à vous aujourd'hui depuis mon bureau à domicile à Peterborough, Ji-Wanog, sur les terres traditionnelles du peuple Anishinaabe, pardon, couvert par le traité Williams. Grâce au traité et au processus de revendication territoriale, les Premières Nations Hiawatha, la Première Nation de Curve Lake, la Première Nation d'Elderville et les Mississauga de la Première Nation de Scugog sont établis dans cette région. Chez Orchestre Canada, nous sommes engagés dans les processus de réconciliation en honorant les enseignements de nos premiers peuples et l'attention qu'ils portent à ce magnifique endroit. Je vous invite à considérer la longue histoire de la terre sur laquelle vous vivez et travaillez et à vous renseigner sur ses gardiens traditionnels. Orchestre Canada, le concert avec l'Association for Opera in Canada, l'Association canadienne des arts de la scène, l'Assemblée canadienne de la danse et l'Association professionnelle des théâtres canadiens est heureux de co-animer la séance d'aujourd'hui avec Tim Dolan de Kickframe et The Arts Firm. Je voudrais remercier Daniel Allard et Marek Redburn, nos interprètes. Cette session fait partie de la série Arts Boost Digital Marketing and Fundraising, généreusement financée par le Conseil des arts du Canada par le biais de ses fonds de stratégie numérique. Avec l'aide du Conseil, plus de 100 artistes et travailleurs du secteur des arts ont suivi un programme intensif de formation en marketing numérique des arts et en collecte de fonds. La session d'aujourd'hui est le deuxième de deux webinaires booster de Tim. Tim va bientôt s'atteler à la conception d'un programme en ligne autoguidé de marketing artistique numérique et de collecte de fonds, qui distille le meilleur d'Arts Boost, qui sera lancé en 2022. Ce fut une merveilleuse collaboration avec Tim, la Société des arts et nos collègues des organismes de services aux arts, et nous sommes reconnaissants à tous. Euh, je vais maintenant passer le micro à Lauren pour quelques détails techniques. Merci, Catherine. Bonjour, je m'appelle Lauren Joe, je suis directrice des services aux membres et de l'apprentissage pour Orchestre Canada. Ma description est je suis une femme dans la vingtaine avec des cheveux bruns aux épaules, des lunettes noires et je porte une chemiserie rouge et blanche avec un cardigan beige. Derrière moi, il y a un mur blanc avec un diplôme de l'Université Trent et je suis également reconnaissant de me joindre à vous depuis Peterborough, Nova, l'endroit au bout des rapides sur le territoire traditionnel et visé par un traité des Anishinaabe de Mississauga. J'ai grandi ici et j'apprécie énormément les soins de l'intendance de cette terre qui m'ont façonné en tant que personne. Quelques notes techniques. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se rejoignent à nous ici dans Zoom ainsi que Facebook Live. Nous sommes en diffusion actuellement. Si vous, à cause des aspects techniques, si vous voulez bénéficier du sous-titrage, rendez-vous sur Facebook Live. Le lien sera colligé dans le chat. D'autres notes, veuillez mettre la vidéo et l'audio en sourdine afin de réduire le bruit de fond. Nous enregistrons la session d'aujourd'hui en anglais et en français et on pourra vous l'envoyer par après. Veuillez utiliser la boîte de discussion dans Zoom ou la section des commentaires sur Facebook pour interagir avec les uns et les autres, ainsi que pour poser des questions à Tim Dolan. Il y a une session de foire à questions à la fin et nous allons essayer de répondre à vos questions. Nous ferons circuler des ressources de cette session, y compris le PowerPoint et des enregistrements dans les semaines à venir. Et vous remarquerez dans le clavardage, j'ai indiqué des instructions pour activer l'interprétation simultanée et ça, c'est sur Zoom. Encore une fois, merci à Marie et Daniel. Et avec ça, je passe la parole à notre merveilleux présentateur, Tim. Tim, à vous. Merci beaucoup, Lauren, et merci, Catherine. Je m'appelle Tim Dolan et description visuelle, je suis un homme blanc au crâne chauve et rasé, aux yeux bleus, et je porte une chemise noire, mais mon historique de l'arrière-plan est en blanc et beaucoup de mes pronoms sont il et lui. Aujourd'hui, je viens de Toronto. Je reconnais que cette terre est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississaugas de Crédit, les Nishnabeg, les Chippewas et les Wendat, et qu'elle abrite aujourd'hui de nombreux peuples inuits, métis et des Premières Nations. Je reconnais également que Toronto est couverte par le traité 13 signé avec les Mississaugas de Crédit et par les traités Williams signés avec plusieurs bandes de Mississaugas et de Chippewas.
Pour ceux d'entre vous que je n'ai pas encore rencontrés, je suis consultant en stratégie et de marketing numérique et formateur. Et je suis le fondateur de Kickframe. Nous travaillons avec des organisations pour élaborer des stratégies et des plans numériques et pour renforcer les compétences des équipes de marketing. Au cours de ma carrière, j'ai formé plus de 100 000 spécialistes du marketing au Canada et plus récemment, comme Catherine a mentionné, j'ai eu le plaisir de recevoir et de dispenser des cours Digital Marketing et Fundraising for the Arts que beaucoup d'entre vous ont suivis. Bon, assez à mon sujet. Passons maintenant à notre session. Alors, notre objectif aujourd'hui est de discuter de la façon dont les administrateurs d'art peuvent tester efficacement les nouvelles activités de marketing numérique et de collecte de fonds et en tirer des leçons et commencer à bâtir une culture de test et d'apprentissage. Un rappel que cette séance sera enregistrée et que les diapositives pourront être téléchargées. La fenêtre de chat sera également ouverte tout au long de la session et nous laisserons du temps à la fin pour répondre à vos questions. Alors, pourquoi un webinaire sur les tests et l'apprentissage pour le marketing numérique et la collecte de fonds dans les arts? Bien, lorsque nous avons abordé ce sujet, je me suis souvent souvenu d'une réunion difficile avec un client. Le directeur du marketing s'est tourné vers l'équipe et a dit, nous faisons toujours la même chose. C'est comme si nous n'apprenions jamais. C'était un commentaire difficile à entendre pour tout le monde, mais la réalité était qu'il y avait une part de vérité. Dans le domaine du marketing de la collecte de fonds, nous nous retrouvons souvent à travailler à un rythme effréné. Il peut sembler impossible de trouver le temps de réfléchir et encore moins d'essayer quelque chose de nouveau. Nous avons parfois l'impression d'être un hamster sur une roue qui tourne sans cesse. Pourtant, le moment est venu pour nous d'embrasser le changement. Comme tout le monde dans les arts le sait trop bien, nous traversons une période de bouleversement incroyable. Les organisations artistiques ont dû essayer de nouvelles approches en raison de la COVID comme moyen de survie. Et bien que cela ait été extraordinairement douloureux, une petite lueur d'espoir est que les organisations artistiques ont commencé à utiliser les médias numériques et la technologie de manière nouvelle. Après tout, la nécessité est la mère de l'invention. En fait, les recherches le confirment. Une étude de Capacity Interactive a montré que 83 des organismes artistiques ont utilisé le numérique de façon nouvelle grâce à COVID. Et 93 d'entre eux conviennent que le marketing numérique jouera un rôle essentiel dans la réouverture. Et les possibilités d'expérimentation des canaux et tactiques numériques sont mûres. Comme nous en avons discuté dans le cadre du programme DMFA, la nature des médias et de la technologie numérique permet aux spécialistes du marketing et aux collecteurs de fonds de mieux utiliser les données pour mesurer de manière plus granulaire l'impact des nouvelles approches. Les plateformes de communication numérique permettent, comme Google Ads et Facebook, permettent aux organisations de réaliser plus facilement des tests et de procéder à des ajustements. Et de plus en plus d'organisations commencent à adopter des processus et des flux de travail agiles conçus pour utiliser les résultats et les renseignements afin d'éclairer les décisions futures. Pour les organisations qui adoptent une culture de test et d'apprentissage, il existe un certain nombre d'avantages importants. Les responsables du marketing et de la collecte de fonds peuvent atténuer les risques grâce aux tests et aux essais. Les équipes peuvent améliorer leur performance en mettant à l'échelle les leçons tirées des tests et des expérimentations. Et les organisations peuvent tester de nouveaux concepts plus rapidement en fonction des tendances et des signaux du marché. Cependant, il existe un certain nombre d'obstacles que les organisations doivent surmonter pour établir une structure et une culture autour des tests et de l'apprentissage, particulièrement dans le domaine des arts. Les équipes doivent avoir non seulement la permission, mais aussi le mandat de tester et d'expérimenter, tout en sachant que certaines expériences peuvent échouer. Les équipes doivent également disposer des ressources et du temps nécessaires pour effectuer les tests. Et les équipes doivent comprendre comment planifier et exécuter correctement les tests et saisir et appliquer les apprentissages. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Après tout, le plus grand obstacle à surmonter est l'acceptation par l'organisation que l'expérimentation égale risque.
Et prendre des risques en testant et en prenant est le moyen le plus efficace de sortir de la roue du hamster. Et voilà, et voilà qui conclut mon utilisation des GIFs de hamster pour la présentation. Alors, qu'allons-nous couvrir? De quoi allons-nous parler? Nous allons discuter ce qu'il faut tester, comment tester, appliquer les leçons tirées. J'ai un exemple spécifique aux arts et finalement, la mise à l'échelle des tests avant d'ouvrir tout à vos questions et un résumé. D'accord. Maintenant que nous avons parlé des raisons pour lesquelles nous devrons tester et apprendre, parlons de la première étape, déterminer ce qu'il faut tester. La détermination de ce qu'il faut tester devrait être motivée par ce que vous devez améliorer. Quels sont les objectifs ou les défis les plus urgents auxquels votre organisation est confrontée? Avez-vous besoin d'accroître la notoriété de votre organisation et de vos événements? Avez-vous besoin d'augmenter les taux de conversion des ventes ou des dons? Avez-vous besoin d'augmenter la rétention et de faire revenir vos clients? L'une des façons de définir ces objectifs est d'utiliser le parcours de l'usager, c'est-à-dire les étapes qu'il franchit pour réaliser une action, comme acheter un billet ou faire un don. À quel endroit dans votre parcours pourrait-il y avoir des possibilités d'améliorer ou des possibilités d'amélioration plutôt ou des défis à relever? Et dans quel domaine du marketing ou de la collecte de fonds devez-vous vous améliorer le plus? Ce cadre peut également être utilisé pour identifier des nouvelles idées, des choses que vous ne faites pas actuellement. En voyant les lacunes que vous ne faites pas aujourd'hui, que vous pourriez faire à l'avenir, quoi. Par exemple, votre organisation peut constater une baisse des taux de conversion pour les ventes en ligne. En identifiant ce problème, vous pouvez déterminer les tactiques que vous pourriez tester pour améliorer les performances. Ces tactiques pourraient consister à simplifier votre page de renvoi, à montrer les billets restants pour créer un sentiment d'urgence ou proposer de nouvelles options pour un paiement plus souple. Ça pourrait être un exercice intéressant pour utiliser ce cadre à trouver de nouvelles idées à tester, idéalement avec un membre de l'équipe ou deux. Une fois que vous avez une liste des différents tests ou idées que vous voulez expérimenter, vous pouvez commencer à classer par ordre de priorité les idées et les tests à mettre en œuvre. Une façon de faire, c'est par l'hierarchisation. Euh, donc, en établissant une cote pour les différentes idées ou les tests en fonction de leur impact relatif sur votre organisation et leur complexité ou coût d'exécution relatif. Donc, essentiellement, regarder ces tests et déterminer la valeur qu'ils ont pour l'organisation potentiellement et leur complexité ou coût d'exécution relatif. En utilisant une matrice comme celle-ci, et vous allez voir des échantillons ici sur le diapo, vous serez mieux à même d'identifier les tests qu'il est le plus logique de poursuivre en premier. Une autre façon de penser à l'identification des domaines ou des idées les plus importants à tester est de considérer la quantité de preuves que vous avez de la réussite de votre approche actuelle. Ceci est particulièrement utile lorsque vous explorez une toute nouvelle idée ou approche. Vous pouvez supposer qu'elle fonctionnera, mais très peu de preuves. Par exemple, votre conseil d'administration peut être intéressé par l'adoption d'un nouveau modèle d'abonnement. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, vous n'aurez peu de preuves de son succès ou de son échec. Donc, vous vous concentrez sur des tests qui vous aideront à comprendre si votre approche sera valide, viable ou non. Par exemple, vous pouvez envisager des tests qui impliquent des groupes de discussion ou des entretiens avec des patrons ou des abonnés pour voir si l'option est souhaitable. Donc, concentrez vos tests sur ce qui est le plus important euh, pour vous de réaliser et ce qui est plus important pour vous de savoir. Et enfin,
vous pouvez commencer à établir une feuille de route, si on veut, des tests pour vos organisations. Ça n'a pas besoin de ressembler à ceci, ça pourrait être plus compliqué de ce que vous avez besoin, mais c'est une route, une feuille de route, si on voulait, pour des tests pour votre organisation en fonction des résultats de votre priorisation. Donc, le nombre et la séquence des tests que vous effectuerez sont déterminés par vos plans et vos ressources. Et aussi les outils que vous avez disponibles aussi. L'idée est que vous ne voulez pas que vos tests et expériences soient un peu dispersés. Plutôt, ils devraient s'appuyer les uns sur les autres et permettre de mieux comprendre un domaine qui vous tient à cœur. Alors, pour comprendre ce qu'il faut tester, nous devons donc cadrer les opportunités dans le contexte du parcours du client, identifier les idées et les tests qui représentent la plus grande opportunité, prioriser les idées et les tests en fonction de leur valeur et de leur complexité et planifier les tests afin d'acquérir des connaissances au fil du temps. Maintenant que nous avons déterminé ce qu'il faut tester, nous devons discuter la façon de le faire. Cela dépendra de la nature de ce que vous voulez tester et apprendre. Vous pouvez considérer les tests comme les deux côtés d'une même pièce. Donc, un côté, il y a la découverte, donc tester de nouvelles idées et de nouveaux concepts, et l'autre côté est la validation. Donc, effectuer des tests pour affiner une approche ou une solution existante. Lorsque vous vous concentrez sur la découverte, les tests sont effectués sans la crainte d'échec ou d'attente spécifique. Vous pouvez considérer ces tests comme de la détection, c'est-à-dire la collecte de données et des preuves supplémentaires pour orienter les plans futurs. Les tests de découverte ont tendance à être plus qualitatifs parce que nous recueillons des données, des commentaires sur un domaine que nous voulons approfondir. Des exemples de tests de ce genre incluent les groupes donc des entretiens avec des experts en la matière, les groupes de discussion avec les usagers et la recherche en ligne à partir de tendances de recherche ou des conversations dans les forums sociaux. Lorsque votre objectif est de valider plutôt que de découvrir, les tests sont effectués dans l'espoir d'obtenir un résultat positif ou pour appuyer une hypothèse particulière. Donc, considérez ces tests comme des compétitions plutôt. Lorsque nous voulons prouver notre hypothèse ou notre plan d'action actuel est le meilleur. Les tests de validation ont une tendance d'être plus quantitatifs car nous recueillons dans de nombreux cas des données sur les performances de campagnes de marketing et de collecte de fonds afin d'informer les plans futurs. Quelques exemples de tests courants axés sur la validation incluent les tests fractionnés où nous mesurons la différence entre les approches alternatives, des campagnes de publicité ou de prévente où nous pouvons examiner les données de performance des campagnes en cours avant le lancement et les enquêtes de satisfaction des clients qui permettent de mesurer les attributs tels que la perception et la satisfaction. Donc, quelle que soit l'intention des tests, ils reposent sur une hypothèse. Une hypothèse est une supposition ou une idée proposée pour les besoins de l'argument en vue de d'être mise à l'essai plutôt pour vérifier si elle fonctionne. Donc, on peut s'en servir et pour la découverte et la validation. Une hypothèse bien structurée est à la base de tout programme de test et d'apprentissage. Pour être efficace, l'énoncé d'une hypothèse doit être clair, spécifique, simple, mesurable, défini et pertinent par rapport à ce que vous voulez apprendre. Il peut être très utile d'avoir un modèle standard que votre équipe utilise pour créer des énoncés d'hypothèses. Voici un exemple en utilisant le format si parce que comme format. Nous saisissons le contexte de notre test, la variable que nous modifions, le résultat que nous visons
ainsi que notre justification. À titre d'exemple, voici un énoncé d'hypothèse tiré d'un test réel effectué par eBay il y a quelques années. À l'époque, les spécialistes du marketing débattaient la valeur du paiement des annonces de recherche ciblant des mots-clés de marque, comme nous avons exploré pendant le cours des FMA. Donc, en fait, ils payaient pour des annonces de recherche lorsque quelqu'un entrait eBay dans un champ de recherche. Certains estimaient que ces annonces étaient importantes pour générer du trafic sur le site Web. D'autres pensaient plutôt qu'elles n'étaient pas du tout importantes. Ce genre de débat est un excellent point de départ pour des tests, lorsqu'il y a différentes idées et points de vue qui sont discutés. Donc, l'équipe d'eBay ont donc conçu un test. L'énoncé de leur hypothèse ressemblait probablement à quelque chose comme ci. Si nous modifions notre publicité de recherche en cessant de payer pour les termes de marque, nous ne perdrons pas de visiteurs sur le site Web car les gens cliqueront sur un lien organique. eBay a effectué ce test et qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé que leur hypothèse s'est avérée correcte. Lorsqu'eBay a cessé de payer pour les annonces de recherche qui ciblaient des mots-clés de marque, les chercheurs ont simplement cliqué sur les listes organiques pour visiter leur site Web. La fréquentation du site n'a pas diminué et il y avait des intentions de recherche très fortes. Et au cours de l'année, eBay a économisé 50 millions de dollars en supprimant ce type de publicité de recherche de ses plans. Et bien que les montants budgétaires que nous examinons sont probablement un peu plus petits, la leçon reste valable. Quelles hypothèses ou idées avons-nous et comment pouvons-nous les tester? Dans l'exemple d'eBay, l'énoncé de l'hypothèse indiquait clairement les paramètres à suivre pour les tests, donc le trafic du site Web à partir de la recherche. Lorsque vous déterminez les mesures à suivre pour vos tests, rappelez-vous que les métriques primaires sont utilisées pour révéler ce qui gagne dans un test et les métriques secondaires fournissent des informations supplémentaires sur le comportement des clients. Les indicateurs avancés sont utilisés pour prédire et les indicateurs retardés sont des indicateurs de ce qui s'est déjà produit. Et finalement, vous devrez documenter chaque test de manière cohérente et saisir tous les détails nécessaires. Cela comprendra l'énoncé de votre hypothèse, le test que vous allez effectuer, la mesure que vous suivrez et tout critère qui doit être respecté pour appuyer votre hypothèse. L'utilisation de ces modèles standards peut grandement aider votre équipe à devenir plus compétente et cohérente en matière de tests et d'apprentissage. Alors, maintenant que nous avons parlé de ce qu'il faut tester et comment tester, nous devons parler de la façon de saisir et d'appliquer les leçons apprises. Avant d'effectuer un test, particulièrement un test de grande envergure, il peut être utile de discuter avec votre équipe qu'est-ce que vous allez faire en fonction des différents résultats que vous pourriez obtenir. Pour les tests quantitatifs, vous pouvez vous mettre d'accord sur la fourchette qui vous fournira les preuves dont vous avez besoin pour pouvoir soutenir ou non votre hypothèse. Et à partir de là, quelles seront vos prochaines étapes? Vous voulez éviter les cas où vous effectuez un test et où il y a un désaccord sur les implications et les prochaines étapes. Donc, ayez cette discussion dès le départ. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dépendamment des différents résultats qu'on pourrait voir? Une autre partie importante de la saisie de l'application d'apprentissage consiste à établir des mesures de protection pour vos tests. Donc, concevez-les comme des valves de sécurité, si on veut. Donc, les garde-fous, ce sont des genres de garde-fous, ce sont des mesures qui assurent la sécurité des tests. Ce sont des mesures importantes que vous n'essayez pas nécessairement d'effectuer ou d'affecter, mais vous ne voulez pas que les résultats soient moins bons. Par exemple, si eBay effectue un test sur les performances de recherche et commence à voir les transactions sur le site Web diminuer de façon spectaculaire, il faut arrêter le test. Ces résultats ne sont pas acceptables pour l'organisation. Alors,
discuter, établir ces garde-fous, si on veut, pour vos tests ou pour les tests plus risqués. Donc, vous pouvez donc réduire les risques liés aux tests et mettre les gens plus à l'aise pour soutenir l'expérimentation. Une autre pièce du puzzle consiste à déterminer les moments ou les réunions que vous aurez pour examiner les résultats de vos tests et appliquer les enseignements tirés. J'ai mentionné le concept d'agile plus tôt dans la session où les organisations examinent les résultats et déterminent si elles veulent pivoter ou persévérer. Pivoter veut dire prendre une autre direction, persévérer, continuer dans la même direction ou faire autre chose. Donc, basé sur les résultats des tests, voulons-nous continuer ou voulons-nous changer? Donc, le fait de prévoir ces réunions à l'avance dans votre calendrier peut rendre ce processus plus structuré et plus facile à gérer. Lorsque nous effectuons des tests, il est essentiel de capturer ce que nous avons appris, de saisir ce que nous avons appris. De la même façon qu'il était utile d'avoir un modèle standard pour rédiger des énoncés d'hypothèses et des plans de test, il est utile d'avoir une façon structurée de saisir les apprentissages. Donc, une façon de faire est d'avoir un modèle standard partagé par toute l'équipe dans lequel vous saisissez ce qui s'est passé, l'impact et les recommandations que vous feriez à l'avenir sur la base de votre test. Bon, c'est très utile et ça peut se cumuler avec le temps. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des gens près du test euh, quitter l'organisation ou ne pas être impliqué dans la prochaine campagne. Donc, on va être en mesure de centraliser et de l'organiser ces connaissances afin que ce soit profitable, si on veut, à l'organisation entière à l'avance. Donc, les organisations qui sont avancées dans le domaine des tests et d'apprentissage créent des moyens d'organiser des enseignements tirés des activités de marketing et de collecte de fonds passés, ainsi que les résultats des tests et des expériences. Euh, Pour rendre ces leçons accessibles, il est important de les étiqueter de manière claire. Donc, réfléchissez à la manière la plus simple, la plus efficace de partager vos apprentissages sans introduire trop de complexité. Parce qu'en regardant vers l'avenir, vous voulez que votre prochaine campagne de marketing numérique ou de collecte de fonds s'inspire de ce que vous avez pris dans le passé. En fait, une des choses que j'encourage mes clients à faire, c'est de réfléchir dès le début de toute nouvelle campagne importante aux leçons que nous avons apprises auparavant et que nous pouvons appliquer et aux tests que nous pourrions vouloir apprendre ou mettre à l'essai dans le cadre de ces campagnes. Donc, s'assurer que nous appliquons les leçons tirées de nos tests nous permet de devenir la roue et non le hamster. Je dit que c'était la fin de mes gifs sur le hamster. Je n'ai rien dit sur les roues du hamster. Donc, maintenant que nous avons parlé du pourquoi des tests, du quoi des tests et du comment des tests et comment appliquer les apprentissages, j'ai pensé qu'il serait utile de montrer comment tout cela pourrait être réuni dans un exemple spécifique aux arts. Donc, c'est un court exemple fictif qui donne vie à ces principes et pratiques. Donc, je vais vous montrer des diapos très détaillés. Ça pourrait être difficile un peu de voir à l'écran et ça pourrait être plus utile pour vous d'y faire référence à l'avenir si vous les téléchargez. Comme j'ai mentionné plus tôt, ces diapos seront rendus disponibles après parce qu'il y a des diapos euh, qui sont hautement comprimés et ça serait utile pour vous. Donc, imaginez-vous que vous dirigez une compagnie de danse et que vous souhaitez offrir pour la première fois des cours de danse en ligne aux familles. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant et vous avez donc besoin de preuves de comprendre si c'est la bonne approche. Par où commencer? Votre hypothèse, ou euh, dans ce cas, votre énoncé d'hypothèse structurée. Donc, rappelez-vous que nous voulons que l'énoncé de notre hypothèse soit clair et vérifiable. Donc, nous écrivons comme ci. Donc, si nous développons en proposant des cours de danse en ligne pour les familles, nous vendrons 25 abonnements parce que les parents
sont intéressés par des activités à domicile avec leurs enfants. Maintenant, nous avons quelque chose à tester. Donc, on ne rentre pas dans une campagne basée sur des présomptions et des sentiments. Nous allons donc tester et avoir une hypothèse que nous pouvons utiliser pour y aller, ou pour le faire. Alors, lorsque nous sommes dans les étapes préliminaires de développement de concept, on veut avoir des éléments de preuve par rapport à ce dont on a besoin. Et un test, ça pourrait être... Donc, les tests sont basés sur les hypothèses. Alors, et nous mesurons les concepts en fonction des alternatives et nous serons sur les choses seront adéquates pour 60% des parents. On pourrait peut-être décider aussi de mesurer les volumes de recherche et pour les activités artistiques pour les enfants. Sachez qu'on peut focaliser sur la région et focaliser sur les mots-clés. Et on verra que nos critères sont rencontrés si on rencontre plus de 5000 rencontres. Il est possible aussi qu'on fasse une enquête et dans ce cas, on vérifiera notre hypothèse. Et on aura donné une enquête pour 500 parents. Ce sera bon si 75% des parents voient le concept de manière positive. Nous avons raison si plus de 75% des parents voient ce concept de manière positive. Alors maintenant, nos tests ont appuyé nos hypothèses et nous avons confiance et nous pouvons lancer un programme pilote. Cela dit, nous avons plusieurs questions et nous avons des questions par rapport au marketing du programme. Alors, il y a plusieurs choses que nous voudrions essayer. Et puis, donc, il y a plusieurs approches qui peuvent être testées. Alors, nous allons commencer avec des hypothèses en fonction de différentes idées que nous pourrions avoir. Les tests nous permettent de choisir un chemin et de minimiser les risques. Et nous pourrions avoir plusieurs hypothèses, notamment sur les plans de paiement, sur cibler le public et Donc, parlons de sur comment la on pourrait publicité tester ces différentes créative. approches en utilisant différents types de tests. Encore une fois, c'est sur la validation et non la découverte. Donc, pour commencer, nous avons peut-être une hypothèse qui offre une option aux parents de payer à l'utilisation pour être plus populaire que simplement offrir un abonnement. Donc, pour vérifier, on peut établir un test de pré-enregistrement et mesurer la différence des gens qui payent à l'utilisation et eux qui choisissent un abonnement. Nous avons raison, c'est plus de 50% des clients qui se pré-inscrivent sélectionnent l'option à chaque utilisation. Donc, nous voyons que ce test est utilisé de plus en plus lorsque les gens utilisent un test, une liste de prescriptions. Donc, c'est une façon en marketing de créer des références ainsi qu'être en mesure de créer une intelligence autour des intérêts des gens. Donc, le test AB. Donc, on a peut-être une hypothèse au sujet des clients qu'on veut cibler. On en a parlé beaucoup dans le cours des MFA. Qui sont ces segments qui, c'est le plus logique de cibler avec nos campagnes? Dans ce contexte, on peut créer une hypothèse basée sur notre assumption que cibler des clients existants serait plus efficace que cibler ces clients qui ne nous connaissent pas. Alors, pour vérifier, on peut établir
test moitié-moitié, si on veut, avec différentes donc, ici, tester les taux de conversion. Nous avons raison. Si la campagne qui cible des clients existants a une cible de conversion plus élevée. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, des plateformes comme Facebook et Google font ces genres de tests moitié-moitié, si on veut, et donc, de pouvoir voir les résultats plus rapidement. Alors, qu'en est-il de la publicité des communications? On a peut-être une hypothèse en fonction des communications ou de ce que nous allons inclure dans la publicité. On pourrait croire que de mettre le plaisir familial dans la publicité serait plus intéressant que les effets de la danse. Et pour le vérifier, nous pouvons faire un nouveau test AB, mais plutôt que de penser au public cible avec différents messages, on va prendre en fait deux campagnes de publicité différentes et là, on peut mesurer l'impact de différentes publicités. Une publicité notamment sur la famille et une autre publicité sur les bienfaits de la danse. Alors, on penserait qu'on a terminé, mais non, pas si rapidement. Les tests et l'apprentissage ne s'arrêtent jamais. Et quand les tests sont complétés et qu'on ajuste notre plan de marketing, on lance notre pilote et on commence à penser en termes d'amélioration. Et on passe au plan de mise à l'essai. Et ce dont on a parlé dans notre cours, c'est que des tests et de l'apprentissage, ça mène à plus de tests et d'apprentissage. eBay, par exemple, en fonction des tests précédents, avait d'autres tests à faire. Donc, il y a de la connaissance qui s'accumule et qui permet donc de continuer à aller d'avant avec tests et validation. Alors, avant d'accueillir des questions, je voulais maintenant vous donner des indices sur la mise à l'échelle des tests. Ou une autre manière de le faire, c'est comment fait-on pour continuer à élaborer cette mise à l'échelle des tests, à valider à l'échelle de l'organisation et avoir de l'influence. Trois manières. D'abord, il s'agit de trouver des moyens de déterminer plus rapidement les résultats de vos tests pour accroître graduellement votre capacité. Il y a toutes sortes d'outils et de ressources qu'on peut utiliser. Vous avez peut-être déjà entendu parler de MVE, minimum viable, pour une expérience minimale, expérience viable minimum. Et quelle est la manière la plus facile et la moins coûteuse finalement de valider ce qu'on cherche à prouver? Parce que le moins on passe de temps et le moins on dépense d'argent, le plus on peut faire de tests, ce qui réduit les risques et réduit et augmente le succès au fil du temps et permet de prendre avantage des opportunités. En fait, on veut accroître sa capacité à pouvoir valider, tester et avancer. Deux, il s'agit de quantifier, de mesurer et de communiquer l'impact cumulatif. Disons-le, on a des ressources plus limitées et on voudrait que nos retours sur investissement nous reviennent. Alors, mesurer l'impact cumulatif au fil du temps afin d'assurer que ce que l'on fait est efficace et permet d'appuyer ce qui viendra à l'avenir. Ensuite, il s'agit de prendre en considération comment les tests et l'apprentissage peuvent être
appliquées en dehors du marketing et des activités de financement. Et si la discipline et le savoir-faire en matière de tests peuvent commencer au sein de votre groupe, ce même état d'esprit et cet ensemble de processus peuvent être appliqués dans d'autres secteurs de l'organisation. Et comme je l'ai mentionné au début de cette présentation, les organisations artistiques traversent une période de bouleversement incroyable qui nécessite de nouvelles approches. La mise à l'essai et l'apprentissage peuvent nous aider à minimiser les risques et à profiter des avantages de notre nouvelle normalité. Alors, nous avons couvert beaucoup de terrain. J'espère que c'est clair et pertinent et que cela a déjà commencé à répondre à certaines des questions que vous pourriez avoir. Et je sais que pour ce qui est du cours que nous avons fait ensemble, j'ai été particulièrement inspirée de tout ce que vous avez commencé à mettre en place. J'ai été impressionnée par les contenus numériques. J'ai été impressionnée par ce qui a été fait, notamment au niveau de campagne dans les réseaux sociaux. Et certainement, on ne veut pas perdre les leçons qu'on a apprises dans les 2 dernières annonces, aussi difficiles qu'elles aient pu être. Alors, pour conclure, un petit résumé, c'est que les avantages de la mise en place d'une culture de test et d'apprentissage sont considérables, mais il faut d'abord s'attaquer à certains obstacles. Et ici, il s'agit de s'assurer que la direction d'une organisation, au-delà d'une permission, a un mandat de faire des tests et de l'apprentissage. Il s'agit aussi de concentrer les tests sur les éléments qui ont le plus d'impact sur vos objectifs et pour lesquels il n'existe pas encore de preuves. On ne veut pas que les choses soient de manière aléatoire ou impromptue alors qu'on y pense. Il s'agit d'être structuré et de voir un peu, de planifier. Et puis, une hypothèse bien structurée est nécessaire pour les tests axés sur la découverte et la validation. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est donc de rendre les choses aptes à être testées et plus on est clair d'emblée à savoir qu'est-ce qu'on va tester, bien, évidemment, ça aide beaucoup à mesurer et à atteindre les résultats qu'on se donne. Assurez-vous aussi d'avoir une vision claire de la manière dont les résultats de tests seront utilisés et saisis pour une utilisation future. Alors, si on met des ressources dans tout ce processus, on veut apprendre, on veut enregistrer les apprentissages, on veut les réutiliser. Finalement, commencez modestement lorsque vous développez vos compétences en matière de test et cherchez à augmenter la capacité et la portée au fil du temps. Donc, revenons aux expériences minimum viables et aussi, il s'agit, par exemple, de collaborer avec les différentes étapes, les différentes équipes, pardon, au travers de l'organisation. Il y a de la collaboration à y avoir, il y a des conversations à y avoir et de ne pas hésiter à les avoir. Et puis finalement, notre dernière diapo, qui est notre grand gourou de la publicité qui dit n'arrêtez jamais de faire des tests et votre publicité n'arrêtera jamais de s'améliorer. Alors, j'arrête ici le partage de l'écran. To take some questions. Sure. Yeah, we've got a couple questions in the chat, and folks, if you have any that you're burning. C'est Lauren donc qui va prendre les questions et n'hésitez pas à les placer dans le clavardage. Alors, une des questions, c'est avez-vous des conseils pour ce qui est des échéanciers, du temps requis? Alors, tout ce que vous pourriez nous dire, en fait, au sujet du temps serait utile. C'est une très bonne question parce qu'évidemment, nous n'avons
pas tous le personnel d'une entreprise comme eBay, le personnel et ressources, mais je dirais que d'une façon générale, il n'y a rien de très précis au niveau quantitatif pour répondre à cette question, mais pensez à la règle du 20 J'avais un client qui passait même à 10 c'est-à-dire 10 d'essayer des choses différentes, plus un 20 d'implantation, de mettre les systèmes en place pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent. Maintenant, je sais à quel point tout le monde travaille très fort. Il s'agit ici de travail additionnel d'une certaine manière, notamment si on va vouloir avoir davantage de rencontres, davantage de tests, de révision et d'analyse des résultats, de nouveaux systèmes. C'est sûr qu'il faut y avoir les ressources. Alors, essentiellement, je dirais que c'est probablement une charge additionnelle de travail de plus d'un 20 en comparaison à ce que vous faites. Alors, si on a un conseil, en fait, quelles seraient les recommandations pour un conseil pour justement avancer pour ce qui est de toutes ces questions? On en a beaucoup parlé pendant le cours. Alors, déjà, d'aborder le changement avec franchise et avec honnêteté. Par exemple, si on parle de demander davantage de ressources, on vient de parler d'un 20 bien, qui va signer à ce sujet-là? Et donc, ça va être des dirigeants de l'organisation. Et ce que je dirais peut-être, c'est pour favoriser vos demandes, c'est de commencer petit. Alors, il y a peut-être des choses qui sont de grande priorité, qui sont à l'esprit des gens qu'on voudrait tester. Par exemple, que fait la compétition? Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui n'a jamais été fait? Alors, je dirais aussi de ne pas amorcer des virages majeurs, de petits tests minimum et viables. Vraisemblablement, ça va faire en sorte que les gens vont acquiescer à la requête. Ensuite, les nombres et les statistiques, ça aide. C'est là où les hypothèses et les bonnes métriques sont utiles. Ensuite, d'essayer de mesurer l'impact de l'acquisition de connaissances et puis d'une manière plus macro, et on en a parlé beaucoup dans le cours, c'est que le marché et l'intérêt des spectateurs et les médias se transforment. Et il ne s'agit pas de voir cela comme un mur ou de ne pas vouloir changer les choses, mais plutôt de voir les fenêtres d'opportunité. Ça, c'est peut-être une discussion encore plus large lorsqu'on pense à la stratégie, mais en fait, de mettre ça sur la table, puis de se demander comment est-ce qu'on commence à expérimenter à ce sujet-là. Donc, c'est trois aspects à prendre en considération. Maintenant, une question de Facebook. Alors, vous travaillez avec des organisations à travers le Canada qui œuvrent dans le domaine des arts. Selon vos observations, quel est un aspect particulier que nous devrions peut-être prendre en considération lorsqu'on regarde les tests à effectuer? Alors, d'abord, une réponse plus responsable. Ça dépend. Ce sur quoi porter l'accent, ce sont ces choses qui sont les plus significatives pour vous. Vos priorités, la nature, qui sont vos spectateurs, quels sont vos défis, quels sont vos points de friction, quelles sont les fenêtres d'opportunité à explorer. Donc, ça va varier. Et pour ce qui est du marketing numérique et les activités de financement, il y a peut-être deux aspects qui viennent souvent à la surface, pour ainsi dire, et qui interpellent les gens. C'est d'abord le contenu numérique et les modèles de monétisation. Ça, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses à explorer. Dans le webinaire précédent, on a discuté
des manières dont procèdent les créateurs afin de faire de l'argent avec ce qu'ils font, dans le bon sens du terme. Et donc, c'est certainement exploré. Et puis, l'autre zone d'exploration, ce sont différents gabarits pour le genre de contenu que vous partagez euh, qui sont axés sur les réseaux médias, sur les réseaux sociaux, pardon. Les plateformes changent, les consommateurs changent, les spectateurs changent et donc le contenu doit changer. Plus de vidéos, plus d'événements, plus de choses restreintes dans le temps. Donc, c'est un peu deux zones différentes, mais deux zones reliées. Et merci beaucoup. Je vais d'ailleurs envoyer le lien par rapport à notre rencontre précédente. Alors, on avait parlé justement du contenu des vidéos. On avait parlé aussi des réseaux sociaux et des plateformes. Une autre bonne question. Avez-vous des suggestions pour documenter les leçons pour pouvoir les trouver rapidement quand on en a besoin? Oui, ça, c'est une excellente question. Et peut-être, j'ai un document que peut-être Lauren, vous et moi pourrions nous. En fait, il s'agit d'un document que l'on pourrait télécharger et je suis heureux de le partager. C'est un bon point de départ pour ce qui est de cette question. En fait, c'est assez simple. C'est que les différentes choses que nous voulons capturer, les choses qui seront le plus utiles la prochaine fois que nous planifions une campagne. En fait, ce que je dirais pour avoir vu des clients apprendre de leurs propres leçons et d'avoir de la documentation à ce sujet, c'est que ça doit demeurer simple. Non pas compliqué, mais simple. Et ça semble un peu, si ça semble difficile de monter cette documentation-là, déjà, ce n'est pas gagnant. Alors, il y a une compagnie avec laquelle j'ai travaillé, Telco, et puis il y a des codes couleurs où vert, ça va bien, jaune, moyen, puis orange, on a des problèmes. Donc, trouver des manières qui sont faciles à commenter, faciles à gérer. Et puis, donc, je vais vous envoyer un lien à ce document et je pense encore une fois que ce serait un bon point de départ. Oui, ce serait une excellente idée. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Et puis, bon, je ne vois pas d'autres questions sur le clavardage de Zoom. Y en aurait-il dans Facebook par hasard? Ben, c'est vraiment fabuleux tout ce que vous avez pu dire dans la dernière heure. Je suis particulièrement reconnaissante. Alors maintenant, j'aimerais demander à Kim si elle a quelque chose à dire. Bon, ben on ne voit plus de hamster dans le clavardage. Ça a été certainement quelque chose que j'ai appris en cours de pandémie, c'est-à-dire l'influence des différentes emojis, des petites images dans les clavardages sur le public. Alors, je vois qu'il y a des liens qui se retrouvent dans le clavardage et le dernier, en fait, on vous demande d'évaluer la séance d'aujourd'hui et nous sommes très sensibles à vos commentaires et nous sommes reconnaissants de votre rétroaction. En fait, je disais à Tim, juste avant de commencer aujourd'hui, c'est la validité de tester et d'apprendre. En fait, pour ce qui est des activités de financement et du contenu numérique, ben, en fait, c'est semblable pour la conception de programmes, pour la mise en œuvre de programmes. Et chacun d'entre nous sur cet appel aujourd'hui a le privilège et la peur aussi de faire des choses pour la toute première fois, notamment étant donné la pandémie. On n'avait même pas le choix. C'était pas juste de test A, B, c'est juste qu'on peut même plus faire A, alors on va faire B. Et puis, je pense qu'une des choses que je nous souhaite tous, c'est la possibilité de prendre le temps de documenter certains des apprentissages
que nous avons eues précédemment quand A n'était pas possible, on a essayé B. Ben, B, ce n'est pas génial non plus, on essaye C. Donc, ces fenêtres que l'on ouvre, ces différentes perspectives qu'on doit adopter, ce recueil d'informations, et puis de continuer à réfléchir comment nous continuons à nous améliorer dans ce travail que nous adorons et qui est si significatif pour nos communautés. Alors, Tim, j'aimerais vous remercier de tout cœur pour tout ce que vous apportez à la table et je voudrais aussi vous dire que j'ai bien hâte de travailler avec vous alors que nous allons extraire tous les éléments saillants et les meilleures pratiques que nous avons pu aborder dans ces cours et dans ces webinaires. Et je sais que je ne suis pas la seule d'être très heureuse de pouvoir continuer avec tout ce que nous avons appris vers l'avenir. Et j'aimerais aussi remercier tous les commanditaires qui nous ont aidés, le Conseil des arts, l'Assemblée des danses, les Théâtres du Canada, l'Opéra Canada, et aussi la disponibilité de financement de la part du Conseil des arts du Canada, l'association, donc les différentes assemblées, Association canadienne des arts, et vous allez recevoir d'autres informations au cours de la journée. Et puis, il va y avoir de l'information sur notre canal YouTube. Et donc, merci pour cette série Art Boost Digital Marketing et Fundraising. Merci à nos commanditaires. Merci à tous nos partenaires et collaborateurs. Et j'ai bien hâte de vous retrouver de nouveau. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.